Peut-on vraiment être soi-même au travail? Généralement, c'est une question qui ne laisse personne indifférent. Oser affirmer un désaccord, avouer que l'on ne sait pas, demander de l'aide, reconnaître ses limites ou ses doutes, ces situations, nous les avons toutes et tous vécues dans le monde du travail. Parmi les questions que l'on se pose le plus souvent, comment rester fidèle à soi-même sans se mettre en danger? Comment trouver sa place dans l'entreprise sans jouer un rôle? Et de façon plus globale, comment construire une vie professionnelle qui nous ressemble et nous épanouit pleinement? Psychanalyste, coach, conférencière, mais également intervenante en entreprise sur les sujets de santé au travail, Sophie Peters va nous aider à y voir plus clair et à comprendre comment trouver sa juste place dans l'entreprise sans renoncer à ce qui fait notre singularité. Bonjour Sophie. Bonjour Manuel. Je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui sur le plateau de Lefebvre Dalloz Compétences. Merci. Une première question pour ouvrir cette interview. Le bon génie des soft skills vous offre un vœu pour transformer le monde du travail. Que lui demandez-vous? De réhabiliter la confiance. Il me semble que dans le monde de l'entreprise, en fait, c'est ce dont on souffre le plus. On souffre plus d'un manque de confiance ou de la peur de devoir être, de devoir montrer, que de l'exigence au travail. Souvent on dit mais on parle de burn-out, d'épuisement au travail. C'est vrai qu'il y a un aspect force du travail avec beaucoup d'amplitude horaire, mais ce qui est sans doute le plus douloureux, c'est avoir le sentiment de toujours faire attention à ce qu'on dit, faire attention à qui on est, et sans doute que la confiance qui permettrait de pouvoir dire qu'on est en désaccord, de pouvoir demander de l'aide, de pouvoir se montrer quelquefois vulnérable, et que ça ne nous discrédite pas, que ça n'atteigne pas l'image de soi. Je pense que là, dans la confiance, on gagnerait quelque chose de très fort et de très humain dans la relation à l'autre. Merci pour cette introduction très claire. Alors, vous venez d'en parler un peu, être soi-même au travail, on en a tous envie. C'est pas forcément chose aisée tout le temps. Comment fait-on pour pouvoir y arriver? C'est la question à laquelle on va tâcher de répondre dans cette première partie. Une première question, Sophie, quand on vous demande s'il est possible d'être soi-même au travail, qu'est-ce que vous répondez? Alors, je dirais, oui, bien sûr, c'est possible d'être soi-même au travail, mais si être soi-même au travail consiste à tout montrer de soi, la réponse là, elle est non en fait. Parce que le monde de l'entreprise, c'est un monde organisé, c'est une organisation, ça dit bien son nom. Donc il y a des règles, il y a des normes, et donc ça nous demande à tous, autant que nous sommes, une forme d'adaptation. Je dirais peut-être presque un moi social, un moi collectif. Et donc forcément, c'est une part de nous-mêmes, mais c'est pas une entièreté de soi-même. Donc être soi-même au travail, c'est comment on s'adapte, sans se suradapter, mais je crois qu'on y reviendra. Comment, en fait, on fait avec ce qu'est cette organisation sans se trahir. Et finalement, peut-être que l'essentiel est là. La question d'être soi-même au travail, c'est comment je peux être moi-même dans le sens où je ne trahis pas qui je suis profondément, mes valeurs, ce à quoi je crois, ce à quoi je tiens, ou dans ma relation à l'autre, que j'ai l'impression que l'expression de moi est soit reconnue, en tout cas acceptée. Il y a une différence assez infime entre l'authenticité, finalement, et la spontanéité. Quelle est la différence et comment on peut être les deux finalement? Oui, c'est un peu un piège et vraiment, je trouve que votre question est très, très intéressante ou intelligente parce que l'authenticité, c'est pas tout dire de soi d'un seul tenant ou tout raconter de soi. L'authenticité, elle suppose quelque chose de très difficile et délicat qui est la connaissance de soi et qui suppose du coup de choisir finalement, d'avoir une forme de retenue, de choisir ce qu'on va dire, comment on va le dire, d'être vraiment dans un rapport avec soi où on se respecte, où on connaît nos limites, où on connaît nos vulnérabilités, où on sait faire du coup avec l'autre, et ça c'est une forme d'authenticité. La spontanéité, c'est très différent, c'est pouvoir tout d'un coup exprimer, c'est une expression de soi qui vient d'un seul coup, d'un seul tenant. En soi, c'est hyper sympa, enfin on aime bien les gens spontanés parce que c'est très vivant, c'est très gai. Maintenant, ça dépend toujours de l'environnement. Je crois aussi que nous sommes des êtres d'environnement. Donc c'est important de faire en fonction de l'environnement. Être spontané au travail, pourquoi pas? Si ça peut être dans le cadre d'une réunion, je sais pas, créative ou d'aller chercher quelque chose, même dans une relation client, pourquoi pas? Mais attention, parce que être spontané, c'est pas toujours, encore une fois, être sans filtre en fait. Et donc, là encore, il faut savoir doser. Souvent, les gens qui disent « Ah, mais vous savez, moi, je suis authentique, moi, je suis spontanée », souvent, ils ont une problématique autour des émotions. Parce que ces deux notions-là demandent une gestion assez fine. On n'aime pas tellement le mot gestion, plutôt une façon d'être au contact, peut-être au bon contact de ces émotions.
comment en fait je les reconnais, comment je fais avec à l'intérieur de moi et du coup à l'extérieur. C'est un aller vers et un aller dedans. Quel est le risque alors à être totalement soi-même et à être sans filtre finalement? Le risque, en fait, ce serait de renoncer à toute adaptation, justement, et du coup de louper quelque chose, en fait, soit de se sentir complètement rejeté, parce qu'on n'aura pas intériorisé certains codes, mais je crois qu'il y a un risque beaucoup plus grand que celui, finalement, d'être soi-même, et qu'on voit beaucoup dans la souffrance au travail, c'est la suradaptation. C'est même l'inverse, en fait. C'est, finalement, j'ai tellement envie d'être adaptée. Au début, il y a la juste adaptation, voilà. Puis d'un coup, j'ai tellement envie d'être acceptée, d'être voire aimée, d'être reconnue, que sans m'en rendre compte, je vais me suradapter et que je vais intérioriser les règles et les codes implicites de l'entreprise. Et il y a des individus qui se perdent là-dedans et qui perdent même la notion même d'identité et de qui ils sont vraiment au travail. Et là, du coup, ils ont l'impression qu'ils ne peuvent plus être eux-mêmes au travail. Ils n'ont pas tort, mais quelle est notre part? C'est toujours pareil dans les mouvements humains. Qu'est-ce qu'on a traficoté ou fabriqué qui fait qu'en route, peut-être, on s'est perdu parce qu'on a voulu trop bien faire? Et ça, c'est un grand risque. Alors, c'est une très bonne transition vers la deuxième partie de cette interview qui consiste à savoir comment on fait finalement pour être soi-même dans l'entreprise, pour bien se connaître et pour s'adapter et ne pas se suradapter. Une première question pour cette deuxième partie, qu'est-ce qui permet selon vous de trouver sa juste place dans l'entreprise, c'est-à-dire d'être soi-même sans en faire trop, sans en dire trop, sans se suradapter trop, être simplement au bon endroit, au bon moment, avec qui on est en s'adaptant à son environnement? Alors, je crois qu'on a une chance, et souvent c'est ce que je dis quand j'interviens dans l'entreprise sur tout ce qui est risques psychosociaux, souffrance au travail. On a une véritable chance, c'est le travail en lui-même. C'est-à-dire, on n'est pas là par hasard. On est là parce que, on a une fiche de poste, on a une mission, enfin, on a quelque chose à y faire. Je dis, c'est une chance et ça nous sauve quelque part parce qu'il y a une partie de soi qui vient y faire quelque chose dans cette entreprise. Donc déjà, la place, elle est là. Évidemment, elle ne s'arrête pas à la fiche de poste. Et ça va être une rencontre entre ce qu'on vient y faire, ce pourquoi l'entreprise nous a choisi, ou l'organisme, et finalement ce qu'on va y mettre et y donner de soi, et la possibilité de donner tout ça. Quelquefois, c'est empêché, et on va partir, en fait. C'est la notion de travail empêché d'Yves Clos, sur la notion de souffrance au travail qui est intéressante. C'est ce qu'on voit dans la souffrance au travail. Quelquefois, le travail est empêché. Je ne peux pas exprimer bien mes compétences, je ne peux pas être écoutée. J'ai l'impression de devoir tout le temps retenir ou de devoir tout le temps traficoter. Et là, je tombe dans la souffrance. Donc, je ne trouve pas ma place. Si je ne trouve pas ma place, je m'en vais. Alors, je sais qu'en ce moment, c'est toujours difficile de dire ça de façon abrupte, mais en tout cas, je dois réfléchir à quelle est ma part et qu'est-ce qui fait que je ne trouve pas ma place. Parce que si je ne trouve pas ma place, c'est que c'est pas fait pour moi quelque part. Et si je la trouve, c'est qu'il y a une rencontre entre un alignement presque des planètes entre mes compétences, que me demande l'entreprise, le collectif, parce que ça c'est important, je fais partie d'un collectif, je me sens à ma place, je me sens reconnue, on me pose une question, on a l'air d'être content de travailler avec moi, ma contribution est reconnue, voilà. C'est un ensemble. Et je crois qu'on oublie souvent que nous sommes des êtres d'environnement, et le travail est un environnement, alors un peu comme une plante, en fait, elle se plaît à un endroit. Allez savoir quelquefois pourquoi. Voilà, il y a du soleil, il y a un mur en pierre, il y a quelque chose. Nous, c'est un peu pareil, en fait, dans le monde du travail. C'est où est-ce qu'on se sent bien. Et aussi d'avoir à l'idée que dans le parcours d'une vie, on n'a pas toujours la même place. Je ne sais pas pour vous, ou en tout cas, si moi je regarde mon parcours, j'ai fait différentes étapes dans mon parcours professionnel et je vois bien qu'il y a eu un moment où je ne trouvais plus ma place et donc j'ai dû me questionner, partir et changer. Et donc, à chaque fois qu'on est dans ces moments-là, c'est une forme d'épreuve, mais c'est surtout une alerte de « Ok, je dois créer une transition, en fait, parce que ça ne me parle plus, ou je suis arrivée au bout du chemin, quoi. » Ok, alors là, vous venez de nous expliquer comment, finalement, trouver les ressources intérieures pour ne pas porter ce fameux masque au travail. Comment l'entreprise peut aussi nous aider à ne pas le porter, ce masque? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour nous, en tant que collaborateurs, pour qu'on puisse se sentir vraiment à notre place? Oui, c'est vraiment une très jolie question. Vous savez, tout de suite, quand vous me l'avez posé, j'ai pensé aux entretiens annuels d'évaluation, qui sont des moments absolument épouvantables et horribles pour beaucoup de salariés, et qui ne sont pas très justes, finalement. Parce que ça pourrait être un échange, je veux dire, presque comme on le fait là, comment tu vois ton travail, comment tu vois ta place, comment moi je te vois, voilà, quelque chose d'un peu plus, presque convivial, quoi, comme on est là toutes les deux. Et que finalement, le masque, souvent on le porte parce qu'on a trop peur de ne pas être accepté. On veut tellement être accepté qu'on met un masque.
Et en fait, vous savez, petit à petit, le masque, il colle. On ne voit plus qu'on l'a, en fait. On devient presque ce masque-là. Et donc, il y a une perte de soi, en fait, dans la notion du masque. Donc, peut-être que l'organisation, elle pourrait nous détendre et nous aider à nous montrer. On a vraiment un gros déficit, alors surtout en France, c'est sur la reconnaissance, en fait. Vous savez, dans la pyramide de Maslow, c'est le besoin essentiel, enfin, il est tout en haut. Et celui-là fait tellement défaut au travail. Et pourtant, il est quand même relativement simple quand on y pense. Enfin, voilà, en venant ici, là, je croise une dame, on plaisante parce qu'on voit, je sais pas, une belle voiture. On se demande si c'est la voiture de quel patron, parce que là, on est à la Défense, c'est son détour. En fait, on se reconnaît et c'était un joli moment. Voilà. Ça, au travail, mais on pourra en créer tous les jours, en fait. Et c'est pas énorme, en fait. Et donc, si on se coupe de cette humanité-là, je pense qu'en fait, là, les masques, ils sont obligés d'être bien collés, serrés. Donc, l'organisation, elle doit nous donner quelque chose de plus souple. Attention au micromanagement, par exemple. Là, le micromanagement, ça tue les individus. Alors, évidemment, la performance, quand l'organisation passe son temps à ne regarder que ça, vous savez, il y a une notion chinoise qui parle de l'efficience. Il vaut mieux être efficient qu'efficace. Ben non, mais en Europe, on aime bien être efficace. Hein. Donc, l'efficience, c'est plus subtil. Je peux perdre mon temps pour en gagner. Ça, c'est efficient. Ben, voilà, l'entreprise, elle peut se poser la question de son organisation. Et alors, j'aime vraiment beaucoup cette question parce que, en fait, on se rend compte de la souffrance au travail aujourd'hui. C'est dans les nouvelles études. Et vraiment, c'est intéressant parce que, bon, je pense que c'était un peu tabou, c'était un impensé dans les années 2000-2010 quand tout ce sujet-là a commencé à apparaître. Aujourd'hui, on dit, ah oui, l'organisation a un rôle, en fait. Elle a vraiment une place, en fait. Elle ne crée pas forcément les conditions du bien-être social ou du bien-être mental. Je ne parle pas du bien-être individuel, mais il y a un bien-être collectif. Et ça, c'est quand même le rôle de l'organisation, en tout cas de s'en préoccuper. Elle ne peut pas faire comme si, alors qu'elle accueille dans ses murs des individus qui viennent tous les jours travailler. Alors, je sais qu'il y a le télétravail, mais en tout cas, même symboliquement, elle doit se poser cette question. Ok. Je voudrais qu'on parle maintenant de la quête de sens, qui est un sujet important. Quel rôle joue la quête de sens dans notre capacité à nous sentir vraiment à notre place professionnellement ? Alors, je pense qu'elle est majeure. J'ai appelé ma société Sens et Perspectives parce que je me disais que sans sens et sans savoir où aller, on n'y arrive pas. Maintenant, souvent, et ça c'est quand on est très jeune, on pense que le sens nous est donné à l'extérieur. On va beaucoup le chercher à l'extérieur. Et il faut un certain temps dans l'existence pour comprendre que c'est nous qui le donnons. En fait, j'allais dire, si on nous prend toutes les deux, vous allez, je sais pas, donner un sens à cette interview, je vais en donner un autre. On va pas toutes les deux donner le même sens. Ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est que chacune ait vraiment un sentiment qu'elle sait pourquoi elle est là et qu'est-ce qu'elle est venue y faire. Et donc, c'est nous qui donnons le sens. Et ça, c'est important de savoir qu'au travail, on sait pourquoi on se lève le matin. Et quelquefois, si on ne sait plus, ben justement, c'est alerte rouge, en fait. Si tout d'un coup, je me rends compte que... Et ça peut arriver, bien sûr, que ça avait énormément de sens pour moi, tel métier, telle fonction, telle compétence, je l'ai choisi, j'ai fait des études pour... Et puis, à un moment donné... J'allais dire presque, c'est comme une histoire d'amour qui se termine. Hein. Il y a aussi des chagrins d'amour en entreprise. Enfin, j'aime bien parler de chagrin d'honneur. Il y a quelque chose dans l'honneur de soi qui est en cause, qui est abîmé. On s'y retrouve plus. Donc, ça n'a plus de sens pour soi. On se demande pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on vient faire là. Bah, là encore, c'est plus possible. Donc, le sens, mais il faut quelquefois se le redire. Il y a des moments très importants où c'est important de se re-questionner sur quel sens ça a pour moi, parce qu'il y a des épreuves, il y a des passages où on l'a perdu, où l'organisation bouge, on ne s'y retrouve pas. Alors peut-être que le sens, ça va être le collectif, les collègues, alors que pourtant, je sais pas, l'entreprise va mal, ou si sont mal, mais on va s'accrocher à son collectif, on va dire ça a du sens pour moi. Des autres, ça pourrait être pourquoi pas le chiffre, ça pourrait être la performance, ça pourrait être la stratégie. Voilà, chacun va donner son sens. Ça veut dire qu'il faut écouter sa petite voix intérieure et se dire que même si tout n'est pas parfait, il y a quand même quelques éléments qui peuvent nous raccrocher à une entreprise parce qu'elles ont du sens pour nous. Oui, et cette petite voix-là, elle est très intime et c'est ce qui fait qu'elle nourrit notre motivation. Vous savez, on parle de motivation extrinsèque et intrinsèque. Oui. La motivation extrinsèque, parce que quand même celle qui vient d'extérieur, alors ça peut être les conditions de travail, le salaire, la souplesse de notre manager, l'écoute de notre direction, de l'entreprise, voilà. Tous ces éléments-là, évidemment, très importants. Et puis la motivation intrinsèque, c'est celle que je me donne à moi-même, comme, je ne sais pas, d'avoir une discipline sportive, avoir envie de, je sais pas, de posséder une langue étrangère. Voilà, c'est une forme de rapport à soi qui fait qu'on est motivé et qu'on a envie d'exprimer cette part-là de soi dans ce travail-là. Et là encore, le travail est une chance parce que
on y agit et on est quand même des êtres d'action. Donc il y a quelque chose qui nous fonde dans le travail, qui nous fait être... Et c'est vrai que j'ai envie de parler en tant que femme, parce que c'est plus récent pour les femmes. Et on sait à quel point, voilà, elles ont cherché leur place. Alors avant, c'était le travail ménager, on va dire, le travail d'organiser la vie de famille. C'était un travail. Et elles trouvaient leur sens là-dedans. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on sait qu'on s'épanouit tous et toutes dans le fait de contribuer. En fait, le sens au travail... J'ai presque envie de vous dire, mais en fait, c'est le sens que je donne à ma contribution et le sens qu'on donne à ma contribution. C'est une alliance, c'est une rencontre entre ces deux moments-là. Je propose maintenant d'aborder la troisième partie de cette interview. L'objectif, c'est de savoir quelles compétences développer pour rester soi-même au travail. Vous en avez cité quelques-unes, notamment la connaissance de soi, mais ce n'est pas la seule. Quelles sont justement les compétences humaines les plus importantes pour trouver sa place dans l'entreprise ? Oui, alors la connaissance de soi, mais elle est pas facile. Ce que j'observe en fait dans les personnes que j'accompagne, surtout sur l'aspect travail, ce qui revient, c'est le fait de savoir dire non, de poser des limites. C'est d'écouter aussi. Être écouté, savoir écouter, ça va dans les deux sens. Vous savez, c'est l'équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. C'est très important pour les humains que nous sommes. Mais peut-être que ce que je dirais le plus important dans la connaissance de soi, c'est à quel moment je dis stop, en fait. Je dis non, je mets mes limites, ou je me protège aussi. Parce qu'il faut savoir aussi pas sortir sans protection. Et puis, de quelle façon aussi, et alors ça parle aussi souvent aux femmes, je fais valoir mes compétences, ma valeur. C'est pas facile, je trouve, et ça aussi peut-être c'est un peu français. Enfin, on a une forme de... Alors, est-ce que c'est de pudeur ? Enfin, c'est mal vu, ça peut paraître trop orgueilleux. Les Américains sont plus à l'aise avec ça. Pourquoi pas ? Enfin, alors, je dis pas forcément que c'est bien, mais vous voyez, il y a comment je fais valoir que finalement, j'ai de la compétence, je suis quelqu'un de valable et je sais ce que je dis. Donc la légitimité, moi, en tant que psy, j'entends beaucoup de personnes qui, vous savez, le syndrome de l'imposteur, qui fait un peu des ravages parce que, on n'est pas toujours très sûr de sa compétence. Donc ça, c'est pas facile, je trouve. Donc il faut apprendre à la mettre en avant sans paraître orgueilleux, sans être à côté de la plaque aussi, parce qu'il y a des moments où c'est censé de se mettre en avant, d'autres un peu Complètement. Moins. Donc il faut apprendre ça. Oui, on dit que le syndrome de l'imposture, ça se soigne parce qu'on a un sentiment de ne pas être suffisamment compétent. Donc comment on le soigne à l'intérieur de soi ? À ce moment-là, on va nourrir notre compétence pour se sentir, un peu comme je nourrirais mes muscles et je vais me sentir plus forte, je vais nourrir ma compétence et je vais être tellement adossée, assise dans ma compétence que du coup, ça va me porter. Ok. Vous avez déjà un petit peu répondu, mais je voudrais qu'on revienne là-dessus. Parmi toutes les compétences que vous venez de citer, on va mettre la connaissance de soi en dehors. Quelle est la compétence la plus difficile à acquérir ? L'assertivité, c'est vraiment difficile. Vous savez, il y a même alors, ça m'est arrivé d'intervenir en entreprise dans les formations au management. Et en général, l'assertivité, on y passe un bon moment. C'est très, très difficile, en fait, parce que c'est trouver la bonne équation, le bon équilibre entre ne pas s'aplatir complètement, ne pas se conformer, ne pas s'effacer, et prendre toute la place, s'imposer, se faire valoir. Et donc, c'est trouver cet endroit d'équilibre où je vais quand même montrer que j'existe, prendre ma place, c'est vraiment en lien avec la place, j'occupe ma place, je dis ce que j'ai à dire, je mets mes limites, je sais dire non, ça c'est assertif, sans être agressif, sans déborder. Donc c'est une espèce de... c'est vraiment un équilibre comme des deux plateaux de la balance. Et ça se travaille parce que ça vient demander à la fois une forme de confiance en soi et d'estime de soi, qui n'est pas la même chose. La confiance, c'est je sais que j'ai la capacité de faire, et l'estime, c'est je sais que ce que je fais a de la valeur. Et donc, finalement, quand je suis un peu plus au clair entre, je sais que j'ai quand même un peu de valeur, enfin, j'ai une certaine valeur, et j'ai assez confiance dans ma capacité, alors à un endroit, je vais pouvoir être assertive, parce que je n'ai pas besoin d'en faire trop, mais je ne vais pas non plus m'effacer complètement. Donc, on retrouve un peu ce qu'on a dit précédemment, mais c'est vrai que ça se travaille parce que, et alors là, oui, il faut faire la réponse de ça se travaille aussi dans la connaissance de soi. Où est-ce que ça m'est difficile ? Qu'est-ce que ça m'évoque ? Peut-être que enfant, ado, j'ai pas su m'imposer l'école, par exemple. C'est un moment épouvantable, l'école. Aller parler de l'assertivité à l'école. Alors, il y a les grandes gueules qui prennent toute la place. On va voir ce qu'ils deviennent plus tard. Puis, il y a ceux qui suivent les grandes gueules en les collant.
Non, c'est super difficile. On a tous des blessures épouvantables au primaire, au collège, au lycée. C'est vraiment le premier endroit du collectif, c'est l'école. On va retrouver ça dans l'entreprise. Sauf qu'on est adulte, ça change tout. Donc comment l'adulte qu'on est devenu va aider l'enfant du primaire, du collège, finalement à faire avec son bagage, et en tant qu'adulte à pouvoir dire voilà, tout ça c'est fini, c'est derrière nous, maintenant je suis dans ma vie d'adulte, et l'entreprise, là aussi je trouve que c'est une chance, nous permet de faire valoir cet adulte, de lui donner de la place, de le nourrir, de le rendre consistant. Et là aussi, le travail nous aide là-dedans, parce qu'il vient de mobiliser l'adulte en nous, donc l'assertivité. Ok. Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui a le sentiment de ne plus être lui ou elle dans l'entreprise, qu'est-ce que vous lui diriez ? Je crois que je lui demanderais de se poser une question. C'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui est fondamentalement, j'ai envie de dire, contraire à moi-même et que j'ai pas vu venir. Voilà. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quels ont été mes micro-renoncements? La perte de soi, elle est jamais brutale. On se perd jamais d'un seul coup, sauf trauma ou choc, oui. Mais dans le monde du travail, la perte de soi, c'est la petite goutte d'acide qui tombe, quoi. Et donc, c'est des micro-renoncements, jour après jour. Et à un moment donné, c'est là. On ne sait plus ce qu'on fait là, en fait. Donc, c'est quoi ce que je fais aujourd'hui qui n'est plus moi, en fait, qui est complètement contraire et que jamais j'aurais imaginé pouvoir faire il y a quelques années? C'est comment je me suis perdue, comment j'en suis arrivée à même peut-être adhérer ou faire ce travail-là ou collaborer ou à tout ça auquel je ne crois plus, c'est pas moi, ça trahit mes valeurs tous les matins, je peux plus adhérer à ça. Donc comment je retrouve mon chemin, en fait? Des fois je parle du petit pousset, pour pas se faire manger par l'ogre, il a mis des petits cailloux. Donc des fois je conseille de pas oublier nos petits cailloux, comme ça on va pas se faire dévorer. Et donc c'est important, voilà, de se rappeler d'où on vient et de se dire ok, là c'est plus bon et là je vois que je suis allée trop loin, en fait, dans mes renoncements. Merci infiniment, Sophie. Je suis ravie de vous avoir reçue sur le plateau de Lefebvre Dalloz Compétences. Vous l'avez compris, être soi-même au travail ne signifie pas tout dire, tout montrer ou refuser de s'adapter. Pour Sophie Peters, il s'agit plutôt de trouver le bon équilibre entre ce que nous sommes, ce que nous voulons et ce que l'entreprise attend de nous. C'est un chemin parfois exigeant, mais c'est aussi l'une des clés d'une vie professionnelle plus sereine et plus épanouissante. Le jeu en vaut donc largement la chandelle. À vous de jouer. De mon côté, je vous dis à très bientôt sur le plateau de Lefebvre Dalloz Compétences.